Attendez, j'ai pas parlé encore. Bonjour à toutes et à tous. Après la partie politique éducative que vient de décrire Guylaine, il est important de se dire que cette politique, elle se décline aussi dans l'organisation du système, avec en particulier un terme qui revient souvent dans la bouche de la hiérarchie, le terme de pilotage. C'est le maître mot de toute l'organisation actuelle du système et qu'on voudrait nous faire développer encore plus. Il faut se rappeler que depuis le projet de maître directeur 1987, si on en croit les statistiques, il y a pas mal de gens qui étaient pas nés à cette époque-là dans la salle. Donc 1987, certains n'ont pas eu de cesse de vouloir créer un échelon hiérarchique au sein des écoles. À Mulhouse, nous pointions le danger que représentait la loi Rilhac pour le fonctionnement des écoles. Alors nous avons réussi à peser pour que la notion d'autorité fonctionnelle limite la dérive hiérarchique, mais le ministère revient à la charge avec la réécriture du référentiel métier des directeurs et directrices d'école. L'objectif est notamment de les placer en responsables du pilotage pédagogique en se basant sur les évaluations nationales et les évaluations d'école. Face à cela, il nous faut continuer à porter notre vision pour la direction et le fonctionnement de l'école, comme nous l'avons fait via un 4 pages en février dernier et une campagne de RIS le 12 mars dernier aussi. Une campagne qu'il faut continuer à mener dès la rentrée afin de relayer les besoins réels du terrain. Nous avons réussi à obtenir certaines avancées en termes de décharge et de rémunération, ou encore sur la responsabilité du PPMS. Il nous faut maintenant continuer à batailler sur les décharges ou sur l'aide administrative. Le fonctionnement des écoles, c'est aussi depuis 3 ans des suppressions de postes par centaines, alors que même si la baisse démographique est réelle, les besoins non couverts le sont tout autant. Il aura fallu la forte mobilisation du 5 décembre, pour que le gouvernement revienne sur les 4000 suppressions de postes enseignants, mais qui se traduisent tout de même par 470 suppressions dans le premier degré, certes, au lieu de 3155 qui étaient prévus au départ. La réalité derrière tout ça, c'est que le ministère refuse de profiter de la baisse démographique pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des enseignants. Pire, en ce qui concerne les effectifs, ils assument pleinement de nous dire que jamais nous ne rejoindrons la moyenne par classe de l'OCDE. Ceci, bien sûr, sans compter les remplacements non assurés faute de poste, mais aussi le manque d'enseignants spécialisés ou encore l'absence de départ en formation. Autant de moyens qui empêchent une école inclusive digne de ce nom. Et quand en plus la porte-parole du gouvernement annonce qu'entre 40 et 50 milliards d'euros d'économies sont à trouver pour le budget 2026, on ne peut qu'être inquiet pour la suite qui risque de voir l'école et plus largement les services publics se dégrader. Une réalité encore plus exacerbée dans les DROM et qui s'ajoute à l'état lamentable du bâti scolaire dans un contexte où les inégalités explosent. C'est pour mettre en lumière cette réalité que la FSUS-NUIPP a mené la campagne « L'école en souffrance » à la rentrée 2023, mais continue à interpeller ministres et parlementaires pour un investissement massif, alors que l'incurie des autorités est régulièrement pointée, en particulier lors d'épisodes climatiques extrêmes. En lien avec notre campagne sur l'école inclusive, il a donc nécessité à mener dès maintenant une grande campagne sur la question du budget pour convaincre l'opinion publique de l'urgence qu'il y a pour l'école. Mais le budget, c'est aussi la question des salaires. Fin 2022, nous avons mené la campagne 300 € pour toutes et tous sans contrepartie. Avec plus de 47 000 signatures, cette mobilisation a permis de peser sur les annonces qui ont été faites en avril. Hausse du ratio d'accès à la hors-classe, revalorisation des débuts de carrière via la prime d'attractivité et hausse de l'ISAE. À la suite des mobilisations retraite, le ministère a aussi acté le dégel du point d'indice de 1,5 % en juillet 2023 et 5 points d'indice en janvier 2024. Il n'était évidemment pas question de rejeter ces gains, mais les annonces qui ont été faites n'ont pas été à la hauteur, en particulier pour les milieux et les fins de carrière. La promesse de 10 % pour toutes et tous n'a évidemment pas été tenue, et à l'inverse, la création du pacte enseignant, nouvel avatar du travailler plus pour gagner plus, a été une véritable provocation. Le contentieux n'est donc pas soldé, et cette question reste essentielle. Il nous faut continuer à batailler pour obtenir une revalorisation digne de ce nom. Il faut aussi continuer à intervenir pour une amélioration du déroulement de carrière, au moment même où le ministère vient de renoncer pour des questions budgétaires à la publication du décret qui prévoyait notamment une accélération du rythme d'avancement pour toutes et tous à la classe normale. D'autant que dans le même temps, le gouvernement s'attaque le plus fragile en pénalisant les personnels en arrêt maladie. Et si la mobilisation du 5 décembre a permis aussi l'abandon du projet de 3 jours de carence, les 10 % de pénalité restent, eux, pleinement effectifs. Des mesures qui vont pénaliser encore plus les femmes
Et la FSU, SNUIPP, avec la FSU, a alerté à tout le niveau pour qu'au moins ces pénalités ne s'appliquent pas aux femmes enceintes. Enfin, au moment où s'ouvrent les discussions sur le nouveau plan égalité professionnelle, il nous faut pleinement investir ce chantier et mettre le ministère face à ses responsabilités en le faisant sortir de son inaction. Avec une profession féminisée à plus de 85% chez les PE et plus de 90% chez les AESH, il s'agit d'un enjeu essentiel pour notre syndicalisme. Tous ces éléments participent de la chute d'attractivité que nous évoquons depuis plusieurs années. Une chute d'attractivité qui conduit à une gestion à flux tendu par les contractuels, clairement assumée, mais qui ne permet même pas de combler tous les manques, conduisant de fait à une restriction massive des droits des personnels. Disponibilité, temps partiel refusé, autorisation d'absence elle aussi refusée ou accordée sans traitement, mobilité empêchée, autant d'impacts qui mettent à mal les personnels. Et dans la même veine, le droit syndical est tellement bafoué que même la DGRH le reconnaît et s'est sentie obligée d'élaborer un vade-mecum sur le dialogue social à destination de la hiérarchie. Une élaboration, bien sûr, sur laquelle nous intervenons fortement. L'annonce du passage de l'âge à la retraite à 64 ans a provoqué un rejet massif de nos collègues, à l'instar de l'ensemble de la population. Nous avons connu un mouvement inédit, tant par la solidité de la terre syndicale que dans l'étendue de la mobilisation avec des manifestations partout en France. Mais force est de constater que cela n'a pas suffi et que le gouvernement est passé en force. Ce n'est pas le conclave lancé par Bayrou qui reste de revenir dessus, malgré une opinion toujours fortement hostile, et même si le Conseil d'orientation des retraites a été contraint de revoir sa dernière copie, la volonté affichée est encore d'aller plus loin. Nouveau recul de l'âge, remise en cause des droits familiaux, suppression de l'abattement des 10% des retraités, rien n'est tabou actuellement, sauf la taxation des ultra-riches, comme l'a montré la semaine dernière le vote au Sénat sur le projet de taxe dite Zuckman. Enfin, le mandat qui s'écoule a vu la mise en place de la protection sociale complémentaire. Si la FSU a fait le choix de signer l'accord de départ pour améliorer le projet imposé par le gouvernement, ce n'est clairement pas une réforme que nous avons voulu. Dans un contexte de fragilisation de la sécurité sociale, marqué par les exonérations de cotisations patronales, les déremboursements croissants ou encore l'augmentation du reste à charge, cette réforme vient en effet entériner un recul des solidarités intergénérationnelles, familiales et entre les agentes et les agents. Il faudra donc rester extrêmement vigilant et continuer à porter notre projet, celui de l'exigence d'un 100% sécu, garantissant à toutes et tous une couverture intégrale des soins prescrits. Au moment où nous allons fêter les 80 ans de la sécurité sociale, ces valeurs fondatrices demeurent plus que jamais d'actualité.